Les moments d'élection sont des moments rêvés pour l'emploi du mot valeur. Les politiques ne sont pas d'ailleurs les seuls à l'utiliser. On me le disait tout à l'heure, chacun se l'approprie en rejetant les valeurs de l'autre. Et puis, aujourd'hui, vous dites que si on invoque si souvent nos valeurs, c'est que peut-être nous sommes en crise. Ce sont des signes de crise. Oui, c'est un petit peu comme quand on parle de Machiavel, hein, comme disait Patrick Boucheron, on parle des valeurs quand il y a un problème, et notamment quand les institutions ne portent plus ce que doivent être les valeurs communes. Pendant très longtemps, c'est l'Église qui a dit ce que devait être la moralité, etc., etc. Bon, évidemment, la perte de ce type d'institution fait que remontent à la surface des discussions sur ce que doivent être les valeurs, ce qui est, à mon avis, une bonne chose. Mais vous dites qu'aujourd'hui, le mot est galvaudé, parce qu'en plus, on l'utilise par Internet ou les réseaux sociaux. Chacun peut exprimer son opinion, et puis ça fait... C'est exactement ce que je me disais en écoutant Jacques Audibert, c'est qu'il doit se battre non seulement contre des problèmes diplomatiques, mais contre des opinions. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps, comme vous dites, des clichés qui reviennent, des gens qui donnent leur opinion sur la diplomatie sans la connaître, ce qui veut dire que les jugements de valeur peuvent être d'un intérêt très différent, selon qu'il s'agit de l'opinion de tout un chacun ou d'un jugement d'experts. Et avec la diplomatie, on a affaire à de véritables experts. Donc la première chose à prendre en compte, c'est lorsqu'un jugement de valeur est donné, qui le donne, dans quel contexte. Si c'est un jugement d'expertise, on peut lui accorder un peu plus de valeur, justement, et d'intérêt que l'opinion de tout un chacun sur Internet. Votre livre, c'est pour ces raisons, est un projet, vous le dites, inédit. D'emblée, vous nous dites aussi ce qu'il n'est pas. Mon rôle, c'est de comprendre ce que sont les valeurs pour les gens et pas de leur dire ce qu'ils doivent penser. Alors vous dites les valeurs ne sont ni des réalités ni des illusions, mais des représentations collectives et agissantes. Oui. Ça veut dire Ça veut dire tout simplement que souvent on croit que soit les valeurs sont des faits et on va dire ah ben non, l'égalité n'existe pas parce qu'elle n'est pas mise en place. Bon ben non, elle existe comme valeur, non pas comme fait. C'est très différent et c'est parce qu'elle existe comme valeur, c'est-à-dire comme représentation de ce qui doit être, qu'elle est utile et efficace. Et c'est justement parce qu'elle n'est pas un fait. Mais de l'autre côté, ce ne sont pas non plus des illusions, des dissimulations d'intérêts cachés, comme le propose souvent la sociologie post-marxiste, hein, disons. Mais ce sont donc des représentations, c'est-à-dire des images, des idées que nous nous faisons de ce qui doit être. Or, ces représentations, elles sont collectives, même si tout le monde... C'est pas personnel ? Elles sont à la fois personnelles et collectives, c'est-à-dire que les individus mettent en œuvre ces représentations communes, mais de façon différente selon les objets auxquels elles s'appliquent et selon les contextes. Si on prend quelque chose de concret avec Jeanne Fermier, ma collaboratrice, on se disait l'exemple de l'hédonisme. Chez soi et à titre personnel, c'est valorisé ou valorisant. Mais sur le plan de la collectivité, c'est de la paresse. Tout dépend du contexte. Si vous êtes en vacances avec des amis, la recherche du plaisir pourra être parfaitement considérée comme une valeur. Si c'est un homme politique qui est en activité, il ne sera pas censé mettre l'hédonisme au premier plan. Mais vous avez dit depuis tout à l'heure que les valeurs n'ont pas d'étiquette politique. Elles en ont contextuellement, c'est-à-dire qu'à certains moments, certains partis politiques investissent davantage d'autres que certaines valeurs. Et les valeurs n'ont pas toujours la même valeur. Absolument, c'est toujours la question de leur contextualité. C'est-à-dire la contextualité. C'est-à-dire le fait que selon les situations, par exemple, quand on est ici, par exemple, je suis dans une situation de fabrication de visibilité, qui est pour certains, dans certains milieux, une valeur, mais dans mon milieu de chercheur, une anti-valeur. C'est-à-dire que mes collègues sont en train de trouver que ce que je fais n'a aucun intérêt puisque je passe à la télé. Vous voyez, donc selon les contextes, une valeur peut devenir une anti-valeur. Dites-leur qu'ils ont tort. Et vous nous donnez une petite astuce pour reconnaître les valeurs, Éric. Elle se termine souvent en T. Liberté, égalité, beauté, fraternité, probité, honnêteté, laïcité. C'est la maison de thé. Oui, mais en même temps, il y a quelques exceptions. Oui, par exemple le plaisir, qui dans certains contextes peut être une valeur. Voilà, parmi d'autres. La guerre n'en est pas une. Le jeu par exemple en art contemporain, le jeu est devenu la valeur centrale en art contemporain, ce qui n'était évidemment pas le cas pour l'art moderne ni pour l'art classique. La guerre n'est pas une valeur. Non, c'est en général une anti-valeur. La paix ? La paix, c'est la plupart du temps une valeur. La laïcité ? La laïcité, tout dépend du contexte, c'est-à-dire du type de personnes qui mettent en œuvre cette valeur. Encore, on précise ?
Par exemple, la laïcité a été une valeur très forte à gauche, notamment dans la première moitié du XXe siècle, et elle a été, depuis une dizaine d'années, disons, fortement captée par des partis d'extrême droite. Que répondez-vous, Patrick Boucheron, à ceux qui craignent la diversité croissante de la population française, avec une laïcité justement qui est tiraillée par l'existence d'une communauté, de plusieurs communautés qui s'enferment sur elles-mêmes, et d'une communauté musulmane qui grandit et qui est active et militante? Dans ce cas-là, on n'a à leur opposer ni des valeurs ni des beaux principes, mais la réalité. Nous vivons dans cette société-là, et c'est la nôtre. Et au fond, non seulement on ne souhaiterait pas vivre ailleurs, c'est mon cas, mais même on a à l'investir et on a à lui donner un sens. C'est-à-dire, vous parliez au début de cette émission de nous et les autres. C'est vraiment la question essentielle des valeurs, de la diplomatie, des frontières, c'est-à-dire reconnaître l'autre en soi-même. C'est très banal ce que je dis. C'est une manière aussi de faire front à cette tentation de l'enclos qui est quand même la plus répandue dans le monde. Mais en même temps, souhaitons-nous vivre séparés? Mais en même temps, vous dites dans une interview que certes, il y a en France une croissance démographique, mais que la part du solde migratoire, je vous le rappelle, est constante depuis les années 1950. Parce qu'on a l'impression qu'on va se faire envahir, et vous dites, non, c'est même pas ce que la France a connu dans les années 1920-30. C'est ce que montre François Héran dans un livre qui s'appelle Avec l'immigration, qui montre qu'on doit bien faire avec, et que justement il y a un écart entre, je dirais, la nervosité de notre discours et le calme de notre histoire démographique. C'est-à-dire que nous n'avons non seulement pas la politique migratoire, mais même pas le discours sur la politique migratoire qui est adéquate à la réalité, très calme par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Espagne, qui ont effectivement des histoires très heurtées de leur croix démographique. La nôtre est assez étale, et pourtant nous en construisons au fond un problème. Et ça rejoint la question dont effectivement qui intéresse beaucoup, je le sais, au Sénat, c'est-à-dire cette question du langage politique. Au fond, les moments de danger sont les moments où notre langue politique se périme. Ce sont ceux que j'appelle des moments machiavéliens, où nous parlons une langue, mais que cette langue, au fond, elle ne permet plus de passer des mots aux choses. Est-ce que ça veut dire que nous sommes dans ce cas aujourd'hui? Oui, mais ça, c'est Camus disait ça. Hein. Oui. Mal nommé ajoute au malheur du monde. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que quand on comprend et qu'on perçoit qu'on n'a pas les mots, qu'on parle cette langue périmée, on est à la recherche d'une autre, et que c'est peut-être ce qui arrive avec peut-être une génération nouvelle, et puis des idées nouvelles, ou des gens qui s'habituent à l'intelligence artificielle, aux robots, je ne sais quoi. Ça peut venir d'un univers différent. Ça peut venir d'un coup. Ça vient par inadvertance, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est une sorte de fracas du réel. Il y a un jour où on se rend compte, on a connu ça, je sais pas, après 68, où une langue politique, qui était la langue commune, usuelle, gaulo-communiste, s'effrite. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ça peut être le cas aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'il vous faut quelques années pour savoir, il y a une... Patrick Boucheron, il faut quelques années pour savoir si cette période-là, ces années 2017-2018, représentent ce moment où on va basculer d'une langue vieillotte et terminée à ce qui va être adapté au XXIe siècle. Mais elle n'est pas vieillotte et terminée, c'est pas ça, c'est qu'elle est plus pertinente et qu'on peut avoir des mots modernes qui ne sont pas du tout pertinents. Quand vous employez le mot problème, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que j'adore l'inadvertance. Et j'ai eu peur aussi, exactement. Quand on emploie des valeurs, souvent, quand on les écoute, nous, ça ne veut rien dire. Ben voilà, ça, et là, hein, moi, non ça dépend de ce que... Oui. Il faut leur faire expliciter de quoi il s'agit exactement. Et en même temps, avant de passer à Eric, est-ce que les valeurs sont universelles? Parce que les Chinois pensent que leurs valeurs sont universelles. L'islam pense que c'est universel. C'est le propre des valeurs. Nous, l'Occident, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça que les valeurs, c'est un objet sociologique très intéressant, parce qu'elles ont un statut totalement contradictoire. Il faut croire qu'elles sont universelles pour qu'elles puissent fonctionner comme des valeurs.
tout en sachant qu'elles sont contextuelles, c'est-à-dire que selon les milieux, selon les époques, selon les groupes, etc., elles ne vont pas être les mêmes. Elles ne vont pas être acceptées de la même façon. Et c'est ce double statut de relativisme, de relativité plutôt, et d'universalité qui fait l'extraordinaire complexité de ces valeurs, mais en même temps leur puissance. Ouais, ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'on se tape dessus. C'est une des raisons pour lesquelles, oui. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a un marché des valeurs aussi. Enfin, vous le montrez, c'est-à-dire que certaines ont la cote, Oui, d'autres pas. absolument. L'égalité aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. en Mais train de ce que j'ai essayé de tripoter. faire, c'est exactement comme le grammairien qui essaye d'expliciter les règles que nous connaissons tous, nous savons tous parler le français et nous mettons en œuvre pratiquement ces règles, mais nous n'en connaissons pas forcément la théorie. Et en fait, j'essaye de montrer qu'il y a un répertoire commun de valeurs exactement comme il y a un répertoire commun de la langue française, et j'essaye d'en expliciter les règles. Éric Orsena, l'homme découvre un plus grand tueur en série que lui, le moustique. Oui, mais la question posée par les moustiques, c'est exactement la question que vous posez tous, c'est-à-dire nous et les autres. Donc, on a parlé uniquement, jusqu'à présent, de nous vis-à-vis des autres êtres humains. Donc, on peut intégrer plus, nous et les autres animaux. Et à l'intérieur des animaux, on peut dire il y a des insectes. Et puis, le vivant est beaucoup plus large que ça. Moi, ce qui m'a passionné en tant que historien rentré et puis géographe amateur, d'entrer dans les mécanismes de la vie. Et donc, nous n'avons pas le monopole de la vie. Ça m'a frappé quand j'ai présidé l'école du paysage, où il y avait des plantes qui avaient aussi leurs besoins, qui avaient aussi leur rapprochement, qui avaient aussi leur société. Les arbres, il y a un livre qui a un succès Bien sûr. formidable en Allemagne, Magnifique sur le- qui est les arbres qui communiquent, Mais qui oui, se parlent, mais oui, etc., nous qui ont n'avons leur pas propre ce vie. Mais les moustiques, quels moustiques? Puisque vous dites qu'il y a 3650 espèces de moustiques. Absolument. Alors, il y en a 300 qui ont besoin du sang des vertébrés, donc notamment nous. Leurs femelles ont besoin de ce sang pour que leurs œufs se développent. Donc, quand on entend du bruit, c'est uniquement le chant d'amour des femelles qui appelle le mâle, et en même temps, quand elles nous piquent, c'est uniquement les femelles. Pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce qu'elles ont besoin, ce sont des Ni mères. méchantes, ni sadiques, Non, ni non, cruelles. ce sont des mères qui Elles vivent parce la que nature, leur nature. Elles ont besoin de ça, Oui. parce que Oui, mais de ce qui est pourtant, quand inscrit je en vais m'endormir, vous allez vous endormir Oui. l'été, que vous entendez Oui. Ça, c'est le bourdonnement insupportable. et que vous savez Mais- que ça annonce, n'est-ce pas, la piqûre, Oui. vous ne dites pas, elle fait son job, elle est Non, parce naturelle. que, mais moi, sympathique. oui, non, mais si, je dis ça. Ah, comme vous dites, ça, parce oui. que Vous je me voyez la suis- contextualité des valeurs. Voilà. J'ai essayé de comprendre, au fond, ce qu'elle nous racontait. Parce que moi, quand je ne comprends pas et quand je suis seulement agacé, je passe une très mauvaise nuit. Mais ce qu'il dit, au fond, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et qu'est-ce qui se passe en elle? Donc maintenant, je sais ce qui se passe en elle. Parce que le savoir aide à vivre, pour moi en tout cas. Finalement, vous êtes un moustique. Ben, je suis Mal. toutes sortes de choses. J'ai été une femme malienne, j'ai été un président de la République, je peux être tout. Moi, je ne sais pas qui je suis. Je suis romancier, donc j'ai aucune sorte de personnalité. Je Et me vous êtes coule dans toutes des ces histoires. personnalités. Et donc, je peux être tout. Donc, qu'est-ce qui se passe, ce moustique, cette dame moustique qui accueille des parasites ou des virus, c'est tout à fait passionnant. Parce qu'à l'intérieur, il y a cette symbiose, comme ça, ce partage, cette association entre le moustique et toutes ces petites bêtes qui, elles, sont malveillantes. Parce que, en termes militaires, le moustique, c'est comme un avion porteur, c'est tout. Mais l'arme, elle est à l'intérieur de l'avion. C'est pas l'avion qui... Et chez la femelle, vous l'avez dit, le moustique doit assurer sa survie puisque Oui. j'ai appris Mais- qu'il ne vivait en moyenne que 30 jours. Oui, alors justement, ce qui est très intéressant quand on écoute les moustiques, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils ont des On va finir capacités par parler la langue du d'adaptation formidables. Parce que nous, en un siècle, nous êtres humains, en un siècle, nous avons 4 générations. Et on voit à quel point nos enfants sont différents de nous. Nettement moins bien, ils sont plus beaux, mais beaucoup moins intelligents, etc. Les moustiques, ils ont 700 générations. Donc ils ont beau être bêtes et tout petits, ils s'adaptent. Ils s'adaptent depuis toujours. Et les moustiques, ils existent depuis 250 millions d'années. Nous, les êtres humains, depuis Toumaï, seulement 7 millions. Donc on est des enfants dans la gestion de toutes les agressions. Donc c'est ça qui m'a passionné. C'est exactement ce qu'on concluait C'est ça avec qui m'a Jeanne passionné. Fernet. Vous êtes vraiment admiratif du moustique. Mais parce que il Et s'adapte, déjà, si quoi. vous voyez le portrait qui fait du moustique, hein, vous devriez. Oui, ben Allez-y. oui, j'adore le moustique, c'est vrai que c'est très élégant, il y a des pattes comme ça qui sont... De grands yeux noirs, de longues antennes, un corps élancé avec un thorax puissant, 3 paires de pattes, etc. Ben, je ne vais pas dire que c'est mon personnage, je ne vais pas dire qu'il est nul, qu'il est laid, qu'il est imbécile, tout ça, etc. Et à ce point Non, d'être mais séduit ouais, par le mais je suis moustique. séduit par le
Moustique, parce Non, que... voilà. oui, non, mais voilà. J'aurais pas dû. Non, 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 si, on va pas se laisser emmerder quand même. Et donc, non, mais pas du tout. Mais c'est quand même passionnant ce qu'il raconte. Ouais. Et aussi, ce qui est passionnant, c'est ce que raconte l'histoire de la lutte des hommes contre les moustiques. Parce qu'il y a un fantasme. On veut éradiquer complètement tous les moustiques, comme on voudrait éradiquer des Oui, mais gens. attendez, là, avant d'arriver... On serait juste entre nous. Oui. Attendez, le entre nous. Ouais. Entre nous, et c'est le péril absolu. Et c'est qui nous, d'ailleurs? Justement, c'est ça la question, c'est vraiment nous et les autres. Donc cette affaire de moustiques pose les questions Mais par exemple, oui, là je c'est vous en très prie. beau. Mais avant d'arriver, Oui. je regardais sur mon portable la mort en Nouvelle-Calédonie d'un jeune homme de 20 ans qui a été piqué par un moustique. Oui. Ben oui. Donc il ne faut pas les éradiquer, mais il faut essayer peut-être... Mais vous savez, vous mettez des moustiquaires, évidemment imprégnés. Parce que si la moustiquaire n'est pas imprégnée de répulsif, le moustique il attend tranquillement, et dès que vous sortez de la moustiquaire pour aller pisser, pof, il vous pique. Donc dès que vous avez des problèmes de prostate, plus vous avez de chances d'être piqué par le moustique. C'est ça la réalité des choses. Bon, donc on peut quand même contrôler. Et en lançant des programmes de moustiquaires imprégnés, on divise par 2 le nombre des morts. Du paludisme, on est passé de 800 000. Le paludisme, la dengue, le Zika, le chikungunya, qui tue. Ben oui, qui tue. Et alors vous voulez éradiquer tous les moustiques, il n'y a plus de moustiques? Non, parce que vous êtes éradiqueur, vous. Non, pas Je sens que vous êtes ni contre les moustiques, vous êtes ni que ce soit. C'est pas vrai. Voilà, non. C'est pas vrai. Donc moi, je suis pour des méthodes qui sont des méthodes de contrôle. Comment on fait la sélection? Eh bien, entre les moustiques, ben on le sait, les moustiques, ceux qui sont porteurs, dans des zones particulières, il y a des épidémies. Quand il y a des épidémies, il y a une technique, par exemple, on stérilise les mâles, ça peut faire mal. On stérilise les mâles, on les disperse un peu partout, et à ce moment-là, les femelles arrivent, et puis elles s'accouplent avec des mâles, et il n'y a pas de descendance. Sauf que les femelles sauvages préfèrent les moustiques mâles non stérilisés. Elles préfèrent les bad boys. Donc il faut en mettre plus, etc. Enfin, il y a des tas de techniques que je raconte. Et comment on s'en débarrasse alors? Ben, on s'en débarrasse de cette manière-là. Et puis on trouve aussi des médicaments. Voilà, il y a des soins. C'est un Il y a enjeu des de plus en plus. il y a des vaccins. Par exemple, il y a un vaccin très efficace contre la fièvre jaune. Je vous rappelle que si dans un premier temps, les travaux du canal de Panama ont dû être interrompus, c'était pour des malversations financières, mais c'était aussi parce qu'il y avait 25 000 morts, principalement de fièvre jaune. Et vous racontez très bien que lors de la guerre des Dardanelles en 1915, les deux armées qui étaient face à face se combattaient moins parce qu'elles tombaient victimes des moustiques qui les dévoraient. Alors, une autre histoire qui m'a fasciné dans ces affaires militaires, c'est que les Vietnamiens, l'armée Viet Minh, est morte beaucoup plus du fait du paludisme que des bombes américaines parce qu'ils s'étaient réfugiés sous terre où il y avait plein de moustiques. Donc, Ho Chi Minh a appelé Mao. Mao a trouvé dans la pharmacopée très ancienne de la Chine une plante, l'artémisia, qui guérissait du paludisme. Donc ça, c'est des histoires. Alors, deux, trois choses. Mais fantastique. Et puis la mondialisation, l'absence de frontières. Est-ce qu'il y a des pots à moustiques? Alors, il n'y a pas de pot à moustique. Le moustique, il est attiré par le CO2 qui est émis, et puis les odeurs. C'est-à-dire, si vous prenez de la bière, vous avez quelque chose d'être un peu plus piqué. Est-ce qu'il y a des risques? Il y a des pots à clopes. Dans ces zones tempérées, est-ce qu'il y a des risques d'épidémie? Comme ça. Alors, pour l'instant, les gens sont soignés. C'est-à-dire que la moustique, quand elle vous pique, mais elle ne prend pas de parasites puisque vous n'avez pas de parasites vous-même. Donc elle ne peut pas en transmettre à une autre quand elle continue à piquer. Pour l'instant, ça va. Par exemple, il y a beaucoup de moustiques en Camargue. Mes copains de Camargue ne vont pas être contents, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de moustiques. Mais il n'y a pas ce paludisme terrible que raconte Alphonse Daudet, par exemple. Mais le moustique tigre est en France dans 30 départements. Ah oui. Donc le prochain conseiller diplomatique du président de la République, je connais bien, je vais lui dire qu'il y a là une menace. Alors, si c'est à l'intérieur du territoire, ça ne le concerne que moyennement. Hein. Oui, non, mais ça vient d'où? Nous et les autres. Ah bah certes, mais enfin, nous et les autres. Il ne va pas encore mettre des contrôles aux frontières. C'est la question. C'est un vrai enjeu de développement, soigner le paludisme. C'est un enjeu énorme de développement. Patrick Bouchon? C'est vraiment une question qui rassemble au fond toute notre conversation parce que la science, vous êtes un écrivain de science au fond, c'est une valeur. Absolument. Et c'est une valeur qui est aujourd'hui en péril, évidemment dans l'Amérique de Trump. Chez Éric Orsena, c'est un ode aux sciences.
Et Ah non, oui, la chercheurs. question, c'est de savoir comment on défend cette savoir. valeur. On ne défend pas cette valeur en montant sur ses grands chevaux, parce que effectivement les périls sont terribles. La manière dont Trump utilise, au fond, on a vu comment il met à la tête des institutions leurs ennemis les plus farouches, notamment pour l'agence de l'environnement. Au fond, la victoire politique de la COP21, a été de convaincre avec un récit, un grand récit, un récit entraînant, engageant et convaincant. Et c'est là, au fond, où ce qu'il y a de plus politique est, dans une optique machiavélienne, ce qu'il y a de plus poétique. C'est-à-dire que c'est dans la langue, au fond, que peuvent se réarmer. Donc il faut nos volontés. réhabiliter Machiavel. Le récit, l'art du récit. Le récit, L'art du récit. le savoir et le récit. Bien sûr, le savoir et le récit. Quand on Ce voyait- livre, vous l'avez réalisé avec le docteur Isabelle de Saint-Aubin, on la cite, absolument, pour oui. Fayard, etc. Et on me dit que le conteur que vous êtes s'intéresse aux chauves-souris. Oui, les chauves-souris sont très passionnantes parce que les chauves-souris sont des réceptacles des plus terribles virus. Donc ça pose une question d'immunologie extrêmement intéressante, c'est-à-dire comment se fait-il qu'elles accueillent ces petites microscopiques bêtes extrêmement malveillantes et s'en trouvent parfaitement bien. Donc il doit y avoir un mécanisme dans les chauves-souris. Dans les chauves-souris, à l'échelle mondiale. Et Oui. après, les grandes libellules, parce que j'ai vu qu'elle est capable, la libellule, de Libellule. voler pendant des heures à Libellule. 80 à l'heure sans se fatiguer. Les libellules, c'est la sainte patronne d'Airbus. Et, oui. Vous comprenez? Et il Ça, nous parle, pourquoi je il nous m'intéresse parle pas à de ça nous et de la mondialisation. Mais attendez, mais Bien sûr. c'est passionnant, on l'a dit quand même. Et c'est le savoir. Et Ah. quand j'ai vu qu'une partie, quand même, une partie non négligeable des candidats à la présidentielle étaient quand même des chevaliers du non-savoir, du mensonge. Ouais. Parce que la vraie valeur pour moi, c'est, ça se termine La par un vérité. T, c'est la réalité. La réalité ou la vérité? La réalité. Putain, ouais, ouais, La ouais. réalité. Et pour Ah. moi, la politique, c'est vraiment ça. C'est l'art du possible. Et pas Mais la je rente de veux, l'illusion. pour terminer, parce qu'on va vite, il faudra Oui. qu'on recommence. Oui. Reste- oui, voilà, vous revenez, revenez. On fait la nuit, le savoir. Nathalie Henrique dit bien que jusqu'à présent les valeurs divisées, mais vous estimez que le temps est venu peut-être de chercher des valeurs de consensus, de rapprochement, de compromis. En tout cas, les valeurs ont aussi cette double nature d'être à la fois ceux qui rassemblent et ceux qui divisent, au sens où nous possédons tous un répertoire commun de valeurs. Alors comment on mais, fait pour aller vers ce qui rassemble? Eh bien, on en parle. Justement, on parlait de la question du récit, c'est le fait d'en parler, c'est le fait d'expliciter les valeurs, c'est le fait de justifier le fait que nous les mettions en avant dans telle et telle circonstance et les raisons pour lesquelles nous le faisons, qui peut nous faire aller vers un peu plus de compréhension mutuelle de ce que devraient être nos comportements pour qu'ils soient conformes à des valeurs communes. Et je prends la citation que vous mentionnez de Jean Paulhan. Et elle résume peut-être ce que nous disons. L'important n'est pas qu'une opinion donnée soit vraie, elle n'est pas que l'opinion contraire soit fausse, mais que nous soyons capables d'aller de l'une à l'autre, ah tiens, en même temps. Oh, je ne fais pas exprès, mais le en même temps d'abord de Paul Ricoeur et de Emmanuel Macron. Que nous soyons capables d'aller de l'une à l'autre, de les inventer toutes deux et qu'aucune d'elles ne demeure obscure et étrangère. C'est-à-dire le respect, la tolérance, Oui, mais le regard différent concernant sur les l'autre. opinions, c'est-à-dire notre rapport aux valeurs, mais en revanche, pas du tout concernant la vérité, c'est-à-dire notre rapport au savoir. Il n'y a pas de post-vérité ni de relativité du savoir. En revanche, il y a une possibilité de discuter et de disputer sur les valeurs. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Ah oui, il y a des choses qui sont faux et il y a des opinions qui tuent. Et il faut tuer les opinions qui tuent. Par exemple, par exemple les vaccins. Ouais. Il y a des mots qui tuent. Et des En mots qui diplomatie, c'est une des Et des mots grandes qui tuent. pressions. Et des Il mots y a qui des tuent. mots qui tuent. Vous restez dans le métier, vous? Non, je vais faire autre chose de tout aussi passionnant. C'est-à-dire? Je vais m'occuper d'environnement d'une grande entreprise française. J'ai travaillé dans Mais une dans le grande privé entreprise maintenant. française, dans le privé. Après qui avoir s'occupe- été dans l'État, d'être diplomate, qui d'être s'occupe ambassadeur. d'un défi aussi important que tout le reste, c'est-à-dire l'eau et le traitement des déchets. On va vous distribuer à chacun les livres des valeurs, Eric, sur les moustiques, vous, celui que vous allez peut-être écrire, et en tout cas Machiavel qui est très intéressant. Et vous nous avez prévenu, il est rare que les historiens puissent se prévaloir d'une quelconque lucidité sur le présent. Hein. Le plus souvent, ni leur savoir ni leur méthode ne les empêche de s'aveugler. Là, on est prévenu. Mais il est bon de les écouter, parler, valeur avec vous, Nathalie Hennick, de la vérité du monde actuel, hein, et dans la réalité, dans la vérité ou dans la réalité avec vous, et je vous remercie encore de le faire, Jacques Audibert, puisque vous ne l'avez jamais voulu avant, et des différentes luttes que vous menez, vous, Éric Orsena, contre les peurs, l'ignorance,
Et finalement, Les luttes et la gourmandise. oui. Parce que apprendre des histoires vraies, c'est quand même de la gourmandise. quand même. Machiavel avait raison. Comment ça marche? Machiavel avait raison. Et c'est Patrick Boucheron qui Parce que dans les m'inspire. valeurs, il y a la volupté. La volupté. Et vous savez ce qu'il dit, savoir. Machiavel? Je me sers de Patrick Boucheron. Voyagez. Visez haut pour viser juste. Dépaysez-vous. Quittez vos positions assises. Faussez compagnie à la quiétude satisfaite de vos habitudes. Hein? Merci à vous tous. Merci. À bientôt. Merci. Bibliothèque Médicis vous a été présentée avec le concours des librairies Carrefour et Aéroports de Paris, Fondation Entreprise.